Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. On va avoir votre avis concernant un patient ici dans le PU. C'est un patient âgé de 56 ans, c'est un homme. Il a comme antécédent HTA depuis 15 ans. Il est sous traitement un bêta-bloquant et un ARA2. Aussi, il est diabétique depuis pratiquement 20 ans et il est sous metformine 800 mg par jour. Ce patient est ramené par son fils et son fils, il raconte comme si son papa était inconscient dans sa chambre. Ils le trouvaient par terre et ils ne savent pas exactement depuis quand il est par terre. Une fois qu'il a trouvé son papa, il essaye de le réveiller, mais malheureusement, il ne répond pas ni au stimulus verbal ni au stimulus douloureuse. Il a appelé la protection civile et l'ont ramené ici. Actuellement, le patient, il est inconscient pratiquement, hein, d'accord? On peut dire que son score neurologique, il est autour de 10 maximum, hein, maximum 10, hein. Sur le plan respiratoire, il est polypnéique à raison de 20, je pense 20, voilà, c'est 20 cycles par minute et il sature à 92, 93 à l'air ambiant. Et on a mis le patient sous oxygène, hein, sous 3 litres d'oxygène, il sature actuellement à 98%. À l'auscultation, on a des crépitants basal bilatéral et les teguments sont bien colorés, hein. Sur le plan hémodynamique, le patient il a une tension artérielle limite, hein, à raison de 10 ou bien 100 mm de mercure comme systolique et 50 comme 50 mm de mercure comme diastolique. Il a une fréquence cardiaque à 120 battements par minute. L'auscultation des foyers cardiaques ne montre aucune pathologie valvulaire. Les poux pratiquement sont tous présents. Et sur le plan abdominal ou bien sur le plan général, le reste de l'examen clinique ne montre aucun signe pathologique. L'abdomen il est souple. Ah, il n'y a pas de signe de thrombose veineuse profonde sur les membres inférieurs. On a fait un ECG qui montre une tachycardie sinusale à 120 cycles minutes avec quelques signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, en rapport avec l'HTA bien sûr. Aussi, on a fait quand même une petite gazométrie qui montre une acidose métabolique bien sûr, et avec une PaO2 à 100 mm, de mercure, et la PCO2, elle est à 26. Aussi pour 26 bien sûr millimètres de mercure. Par contre, il a un taux de lactate très élevé, hein. Il est autour de 6 millimoles par litre. Son ionogramme, il est normal. Par contre, sa fonction rénale, elle est très altérée. On a un taux d'urée à 1,50 et on a un taux de créate, il est autour de 35 mg par litre. NS veut dire, montre une hyperleucocytose à 16 000 et le taux d'hémoglobine avec le taux de plaquettes, il est correct. Aussi, l'hémostase du patient, elle est normale, d'accord? Par contre, on a un taux de CRP qui est très élevé, elle est à 96 mg par litre. Et, en parallèle de tout ça, il a un taux de CP4 très élevé, hein. Il dépasse les 10 000. Et on pense qu'il est en rapport avec sa position allongée par terre pendant des heures et des heures apparemment. Et le patient, on a fait quand même un petit cliché thoracique qui montre des signes d'une pneumopathie basale, d'accord? Aussi, il est fébrile, hein. Il est fébrile à 38,5 degrés. Depuis son admission jusque-là, sur 12 heures de temps, le patient il a fait 2 épisodes de diarrhée. Voilà. Comment vous pouvez nous aider ou bien qu'est-ce qu'on doit faire devant cette situation? Bonsoir tout le monde. On va essayer à répondre à notre dernière question ou bien cas clinique. On a dit qu'on a un patient dans les cinquantaines. C'est un patient HTA, diabétique, sous traitement. Il est trouvé par terre par son fils, ramené aux urgences, bien sûr inconscient. Ramené aux urgences, à l'examen initial, le patient était inconscient, scoré autour de 8.
elle était polypnique avec une fréquence à 20 cycles minutes. Il avait quand même certains crépitants dans les bases pulmonaires avec un téléthorax qui confirme cette histoire. Et elle était fébrile avec des paramètres hémodynamiques dans les limites, d'accord, avec un bilan biologique perturbé. Alors, quelle serait-il votre prise en charge? Alors, avant de penser à la prise en charge, on doit trouver le diagnostic. On doit penser au diagnostic. D'accord? Excellent. Alors, le réanimateur, avant qu'il pose les hypothèses diagnostiques, il doit voir le patient, il doit examiner le patient. Alors, à l'arrivée du patient, bien à côté du patient, il doit faire un interrogatoire policier. C'est très important, d'accord? Poser les différentes questions sur les parents et préciser ces questions. Alors, monsieur, vous êtes le fils de ce monsieur? Oui. Alors, il a quel âge? Voilà, il a quel âge? Il a 58 ans, par exemple. Il a quoi comme antécédent? Elle est HTA diabétique depuis quand? Depuis X temps, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Alors, il reçoit quoi comme médicament? Voilà, A, B, C, D, E. Pour le diabète et pour l'HTA, est-ce qu'il a d'autres pathologies? Il a un cœur faible. Qu'est-ce que ça veut dire, il a un cœur faible? Est-ce qu'il a fait une échographie cardiaque? Est-ce qu'il visite les médecins? Non. Est-ce qu'il voit son cardiologue? Non. Il n'a pas vu son cardiologue depuis X temps. Ça veut dire que le patient, on peut dire qu'il est indiscipliné, d'accord, sur le plan traitement. Alors, je pose aussi des questions. Alors, comment vous avez trouvé votre papa? Le patient, ou bien le parent, il doit répondre d'une manière claire. Et même, le réanimateur, il doit poser des questions claires. D'accord? Et il faut avoir une réponse claire. D'accord? Alors, le patient, le fils qu'il a trouvé son papa par terre. Qu'est-ce que ça veut dire par terre? Est-ce qu'il était sur sa face? Est-ce qu'il était allongé sur la face? Est-ce qu'il était allongé sur le côté? Est-ce qu'il était coincé dans un coin? Non. Et au moment où vous avez rentré dans la chambre, est-ce que vous avez trouvé une odeur bizarre? Est-ce qu'il a quand même un chauffage dedans? Ou bien est-ce que vous avez trouvé des comprimés à côté? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur la table? Il faut faire un interrogatoire policier, exactement comme une enquête, d'accord? Une enquête, carrément une enquête. Alors l'interrogatoire, il vous donne beaucoup d'informations qui va vous aider énormément dans la prise en charge de votre malade, d'accord? Et il faut toujours avoir des réponses claires et nettes, d'accord? Si le parent ne sait pas, il faut alors demander d'autres parents et demander le parent qui travaille ou bien qui habite, hein, avec le patient, demander le parent qui prend en charge le patient, qui donne le traitement au patient, d'accord? Surtout en général, c'est la femme, d'accord? Et des fois les enfants, d'accord? Cherchez toujours le parent proche qui sait bien, d'accord, les différents traitements du patient, les habitudes du patient, l'état clinique du patient, d'accord. Alors, après l'interrogatoire, et le patient, il était comme ça, pas comme ça, avant ces derniers jours, il était fébrile, pas fébrile, il tousse pas. Il faut poser des questions sur tous les côtés, d'accord? Le côté respiratoire, le côté hémodynamique, le côté psychiatrique, le côté à la recherche, bien sûr, des données qui peuvent vous aider dans la prise en charge. D'accord? Excellent. Maintenant, on passe à l'examen clinique, l'élément clé. D'accord? L'élément clé, l'examen clinique. Alors, on examine le patient sur les trois plan neurologique, le score neurologique, est-ce qu'il existe? Il faut tout d'abord scorer le patient, ou bien évaluer l'état de conscience du patient. Voilà. À l'aide d'un score qui est appelé score de Glasgow. Bon, il n'est pas vraiment précis dans sa situation, mais bon, quand même, on l'utilise. Alors, on cherche les signes de focalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, signe de focalisation? Hémiplégie, paraplégie, tétraplégie, hémiparésie. C'est important, d'accord? On cherche des troubles de sensibilité, d'accord? On doit jeter un coup d'œil sur l'état des pupilles. Est-ce qu'ils sont isochores réactifs à la lumière? Ou bien en anisocorie? Ou bien en médriase? Ou bien en myosis? D'accord? Bilatéral, unilatéral?
C'est important ça, hein. Est-ce que le malade il a une paralysie faciale, hein? Des fois, c'est évident, d'accord? C'est évident sur la face du patient, d'accord? Et de l'autre côté, on passe à l'examen respiratoire. Alors, on doit calculer la fréquence respiratoire. Il sature à 84, 93, 92 à l'air ambiant avant l'oxygénation, veut dire à l'admission. Très bien. Après mettre en place 3 litres d'oxygène, la saturation est augmentée à 98. Très bien. La fréquence respiratoire, elle est à 20 cycles minutes. Très bien. L'auscultation pulmonaire ne montre pas grand-chose, sauf quelques râles crépitants dans les bases et bilatérales. Très bien. Il n'y a pas de déformation thoracique, il n'y a pas de fracture, parce que le malade, il a quand même, il est trouvé par terre. Peut-être il a chuté de sa hauteur, d'accord? Et peut-être qu'elle a fait un traumatisme, une fracture, d'accord? Il faut tout penser. Il faut penser à tout, d'accord? Excellent. Et pour renforcer l'examen respiratoire, on fait quand même une petite gazométrie qui est revenue en faveur d'une acidose métabolique avec une hypocapnie. L'hypocapnie, elle reflète la réalité, hein. Le patient, il est polypnique. L'hypocapnie, c'est un résultat. D'accord? Aussi, il a une bonne PaO2, ça veut dire qu'il est bien oxygéné. Excellent. Sur le plan cardiaque ou bien sur le plan hémodynamique, le patient, il a quand même des tensions limites, 10,5. Mais attention, le patient est hypertendu. D'accord? Et ces tensions-là ne sont pas des tensions habituelles, hein. Attention. Mais il faut quand même poser la question et avoir de l'interrogatoire les tensions habituelles du patient. D'accord? Alors, les tensions sont un petit peu limites. La fréquence cardiaque, elle est en tachycardie. Alors, la tachycardie est venue d'où? Bon, elle peut être secondaire à la douleur, peut être secondaire à la fièvre, comme une maladie des fébriles à 38,5. Hein. Ou bien elle est secondaire à l'état hypoxique, déjà. Il était quand même hypoxique. Hein. Ou bien secondaire à comment dirais-je, à une hypotension, d'accord? Et elle essaie de compenser cette hypotension. C'est une tachycardie réflexe, surtout qu'elle est sinusale. D'accord? Excellent. Alors on passe maintenant à l'auscultation cardiaque, des foyers cardiaques à la recherche d'une pathologie valvulaire. Il n'y a pas, heureusement. Alors les pouls sont tous présents, très bien. Et sur le reste de l'examen général, il y a pas de signe, il y a pas de signe suspect ou bien quelque chose qui est bizarre. Pratiquement l'abdomen il est souple, n'est pas contracté. Il n'y a pas de signe de thrombose veineuse profonde dans les deux membres inférieurs, d'accord. Et aussi il n'y a pas vraiment eu lésion, bien une fracture, d'accord. Peut-être une petite ecchymose causée par la chute, mais bon, elle n'est pas vraiment grave, d'accord. Alors en gros, il n'y a pas d'escarre quand même, très bien. Je dois demander quand même quelques examens complémentaires qui peuvent me aider pour poser le diagnostic. Alors, on a fait quand même le CG à la recherche de l'aspect de sa tachycardie. C'est une tachycardie sinusale. Alors, c'est une tachycardie réflexe. Excellent. Il y a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est sûr que c'est secondaire à l'hypertension. D'accord? Ancienne, maltraitée. Maintenant, la formule FNS, elle montre une hyperleucocytose. Le reste, à part l'hyperleucocytose, rien de spécial. Alors, ça peut nous orienter un petit peu vers un problème infectieux. Très bien, alors je jette un coup d'œil sur la fonction rénale. Elle est très altérée. Ok. Le taux de CPK, il est positif, il est élevé. Pourquoi? Parce que le patient est resté longtemps, hein, est resté longtemps par terre, ce qui a entraîné cette augmentation. D'accord? Et même, ce taux de CPK, il peut affecter la fonction rénale. D'accord? On garde ça à côté. Alors, ionogramme, est normal, il n'y a pas de problème. L'hémostase aussi, il est bien. Une gazométrie, très bien. Qui a montré une acidose. Hop, acidose. Quel type d'acidose? Taux de lactate, il est élevé. Il est plus de 6. Ah, d'accord. Alors, c'est une acidose métabolique. Sur le plan, la PCO2, elle est normale. Alors, c'est pas une acidose respiratoire. Alors, c'est une acidose métabolique. Je dois quand même faire un téléthorax pour voir ces crépitants-là. Alors oui, on a fait le téléthorax, ça va montrer des images en faveur d'une pneumopathie basale bilatérale. Oui, c'est pneumopathie basale bilatérale. Elle est bilatérale, le malade, il présente une hyperleucocytose, le patient, il est fébrile. Alors ça peut être, on peut dire que c'est une pneumopathie, non?
Oui, on peut dire que c'est une pneumopathie bactérienne à la limite. D'accord? Excellent, on met ça à côté. Alors, on demande quand même une TDM cérébrale on peut penser à un traumatisme crânien, hein, d'accord? Alors, on doit faire quand même une TDM cérébrale à la recherche d'une lésion. Et même pour éliminer d'autres pathologies euh, neurologiques, hein, d'origine cérébrale. Exemple, accident vasculaire cérébral hémorragique ou bien ischémique. D'accord? Et heureusement, le scanner était normal. Alors, si je vois mes paramètres, si je vois l'examen clinique, si je vois mes bilans biologiques, mes examens complémentaires, on peut dire alors, l'élément qui paraît un petit peu bizarre dans tout ça, c'est le taux de lactate. Le taux de lactate, il est élevé. Et ça, c'est bizarre, non? Oui, ça, c'est bizarre. Alors, dans quelle situation on voit un taux élevé de lactate? Alors, on sait tous qu'un taux de lactate élevé, plus de 2, est rencontré en général de l'état de choc septique, non? Eh bien oui, on peut dire que c'est un état de choc septique sur les éléments suivants. Mon patient est là comme foyer infectieux, une pneumopathie bactérienne ou bien virale, peu importe. D'accord? Ça, c'est le foyer infectieux. Elle présente quand même une hyperleucocytose. Elle présente une fièvre. D'accord? Et si elle tousse et crache, ça confirme cette histoire de pneumopathie. D'accord? Alors, ça, si on rajoute ça à une altération de l'état hémodynamique, une tension artérielle égale ou inférieure à 10, avec une altération de l'état neurologique, ça nous donne un sepsis. D'accord? Excellent. Jusque-là, on n'a pas de choc. Hein? Alors, le sepsis, il est associé avec un taux de lactate plus de 2, c'est un état de choc septique. Bien sûr, le taux de lactate avant le remplissage. D'accord? Ou bien s'il est associé avec une tension artérielle moyenne inférieure à 65 malgré un remplissage adéquat, il nécessite l'introduction des drogues vasoactives. Exemple, noradrénaline. Très bien. Mon patient aussi est présente une insuffisance rénale. Bon, cette insuffisance rénale, elle peut être ancienne, elle peut être aiguë. D'accord? Peut-être le patient il a quand même un fond chronique, il est diabétique, il est hypertendu. N'oubliez pas ça. D'accord? Et exactement comme cette chronicité, elle peut être une insuffisance rénale aiguë secondaire, bien sûr, soit par la néphropathie secondaire à la rhabdomyolyse, à cause de ce taux de CPK élevé, ou bien une défaillance d'organes secondaire à cet état de choc septique. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai toujours un taux de lactate élevé. Je dois penser à quel diagnostic en parallèle de l'état de choc septique? Alors, on peut dire que le taux de lactate est élevé chez les patients avec une insuffisance hépatique, les patients avec une insuffisance hépatocellulaire ou bien les sérotiques. Bon, pas tous, mais selon l'interrogatoire, c'est pas le cas. D'accord? Excellent. Maintenant, on peut voir un taux de lactate élevé chez un malade qui reçoit de la metformine avec une grande quantité, je veux dire une intoxication. Alors, pour penser à ça, je dois voir le tableau clinique d'une intoxication par metformine. Alors, parce que le malade, il est sous metformine hein, pour son diabète. Alors, mon patient, il est inconscient, il est en hypotension, il a quand même une insuffisance rénale aiguë, et il est en acidose, d'accord? Il est en acidose, et cette acidose d'origine lactique. Et en parallèle de ça, il a fait quand même 2 épisodes de diarrhée. Alors, on peut dire, les troubles digestifs secondaires à l'intoxication. On peut dire alors que c'est une intoxication à la metformine, oui ou non? Eh bien oui, on peut dire, parce que tous les éléments sont en faveur. D'accord? Et pour poser le diagnostic, une recherche de toxiques, ou bien des toxines dans les urines et dans le sang. Un petit prélèvement envoyé au service de toxico. D'accord? Maintenant, je dois penser peut-être à l'acidocétose diabétique. Alors j'ai fait quand même une petite glycémie, elle est revenue normale, il n'y a pas de calcitonique dans les urines. Alors, devant ce patient, on peut penser alors au choc septique, la prise en charge, le remplissage, bien sûr, les drogues vasoactives, les traitements antibiotiques, un traitement symptomatique pour, bien sûr, les différentes détresses, surtout respiratoires et neurologiques. Maintenant, pour l'intoxication par la metformine,
Si c'est vrai, on doit faire dialyser le patient et le reste de symptomatologie, un traitement symptomatique aussi pour le trouble respiratoire et les troubles neurologiques.